une table ronde, cette fois-ci consacrée aux acteurs de l'entreprise. Vous allez le voir, ils vont partager avec nous leurs expériences concrètes, les freins, mais aussi les bénéfices qu'ils ont trouvés dans la démarche d'évaluation des risques, parfois même en collaboration inter-entreprise. Alors je vous prie d'applaudir, oui exactement, d'applaudir et d'accueillir Mesdames Sandrine Cholez, responsable RH, et Virginie Pluyot, QSE des ateliers Renault à Limoges. Monsieur Williams Louis de l'entreprise Rebérol, créateur de jardins, accompagné par Monsieur Xavier Pouilladou de l'entreprise Safe Paysage. Et Madame Sandra Lebert de la SCOP Bâtiment 25. Venez regarder, prenez place dans la lumière. Alors vous avez des micros qui sont juste devant vous. N'hésitez pas à les prendre, puisque vous allez en avoir besoin dans quelques minutes, dans quelques secondes. Bonjour mesdames, bienvenue. Alors vous allez pouvoir aussi nous poser des questions à nos intervenants à la fin de cette table ronde. Donc pour toutes les personnes qui sont en live sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à les poser dans le chat, nous les lirons tout à l'heure. Messieurs, mesdames, messieurs, dans un premier temps, je vais vous proposer, peut-être on va faire un tour de cette table ronde et puis vous allez pouvoir vous présenter chacun, présenter vos activités. Qui êtes-vous? Dites-nous tout. On commence par vous, mesdames? Regardez, vous avez un micro. Voilà, parfait. Donc, je suis Sandrine Cholez, responsable RH des ateliers Renault. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, Miroiterie Renault peut-être vous dit, voilà. Donc, nous sommes actuellement 41 salariés et depuis plusieurs années, nous avons un nombre d'accidents de travail très élevé. Donc, ce qui entraîne un taux d'accident de travail et un taux donc de charge patronale plus élevé que la moyenne nationale. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, hein, c'est quand même très conséquent. Et donc nous avons fait un constat donc, il y a quelques années et on a eu besoin d'une Wonder Woman qui nous a aidés pour effectivement baisser ce nombre d'accidents de travail. Et notre domaine est tout ce qui est fermeture, menuiserie, véranda, occultation, voilà, tout ce qui est l'aménagement de l'habitat. Merci beaucoup. Madame la Wonder Woman, alors. Voilà, alors il paraît que c'est moi. Il paraît. Virginie Pluyot, donc moi je suis QSE. Alors QSE. Précisément, voilà, qualité, sécurité, environnement. Et je travaille comme salarié détaché dans différentes entreprises, que ce soit pour l'ETP comme pour l'industrie, donc le domaine du tertiaire. Et là, j'interviens effectivement pour les ateliers Renault, où la problématique était effectivement très conséquente. Et j'interviens en m'adossant l'aide et le soutien de tous les organismes qui sont présents et que je connais, que ce soit notre contrôleur CARSAT, l'AMCO avec le médecin du travail, mais aussi ergonome, préventeur, et l'OPPBTP, effectivement, qui intervient avec nous sur, à la fois en visite chantier comme dans l'entreprise pour des formations. Voilà. Merci. Sandra Lebert. Bonjour à toutes et tous, Sandra Lebert, présidente et coordinatrice de la SIC Bâtiment 25, qui est un tout jeune tiers-lieu limougeot qui vient d'ouvrir, qui a ouvert l'an dernier. On a une petite année d'activité. Voilà, on héberge 50 structures. On est un établissement recevant du public également, avec de multiples usagers. On est une petite équipe salariée de 2 personnes. Et vous me direz, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un outil de territoire qui répond justement aux besoins de son territoire. Et nous, comme besoin de notre territoire limougeot, on a fléché dans nos activités d'avoir des ateliers partagés, une boutique, une galerie d'exposition, une salle de concert, un bar, un restaurant, des bureaux à louer, des salles de réunion. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au bâtiment 25? Ouais, c'est un peu la question. C'est une bonne question, oui. Voilà, 2500 mètres carrés, on a un beau jouet. En effet, très beau jouet. Messieurs. Alors moi, Williams Louis, entreprise Rebérol Parc et Jardin à Limoges. On est aujourd'hui 45 salariés, on fait du paysage, entretien, création de parcs et jardins. Et on essaie de s'occuper un peu de tous nos gars avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir en termes de sécurité au travail. Et on est associé avec Xavier qui lui est à Brive.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Xavier Pouilladou, associé avec Williams sur l'entreprise Robérol et également gérant de l'entreprise Sève Paysage, basée en Corrèze avec 2 agences, une à Saint-Viance, une à Égletons, et qui représente à peu près 50 collaborateurs répartis sur les 2 sites. Et alors, donc, si vous êtes ici aujourd'hui, vous nous faites ce plaisir d'être là en ce début d'après-midi, le soleil brille, les oiseaux chantent, tout est merveilleux, et en plus, vous êtes des bons élèves, de très bons élèves visiblement. Pourquoi avoir choisi de prendre à bras le corps justement cette prévention prévention des risques au cœur de vos entreprises? Au départ, un peu comme tout le monde, on a été sensibilisé par notre confédération qui est l'UNEP et par les conseillers préventeurs qui interviennent dans nos structures. On a vu ça comme une grosse montagne administrative, et puis dans un second temps on s'est dit pourquoi pas se servir de ça pour travailler avec nos équipes sur justement toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et des problématiques de sécurité qui ont forcément des conséquences sur la santé de nos collaborateurs et sur l'organisation de l'entreprise. Donc cette prévention des risques, pour vous, c'est aussi prendre soin de vos collaborateurs et les inclure dans une démarche, dans une discussion, dans des échanges, j'imagine? Oui. On a fait le choix de travailler en méthodologie participative avec un animateur, donc un conseiller préventeur extérieur, de créer une commission avec des équipes de terrain, des équipes d'encadrement, pour partir de l'analyse des situations professionnelles vécues, voir les risques qui étaient rencontrés et voir les solutions qu'on pouvait mettre en place, les plans d'action qui pouvaient en découler pour essayer d'améliorer le quotidien et surtout d'améliorer notre méthodologie pour travailler plus en sécurité. Alors la première approche, c'est sûr, quand on propose, je dirais plus au départ qu'on demande à nos collaborateurs d'être présents pour travailler sur la prévention des risques. Quelles ont été les réactions justement? Emballés, évidemment. Évidemment, c'était tout à fait ça. Ils étaient très, très heureux d'intégrer cette commission. Et puis, plus on l'a ramené au cas concret, plus ils se sont pris au jeu et plus les solutions qui ont été apportées venaient d'eux, en fait. Et ça venait d'eux. Et vous êtes aussi en relation avec le réseau Alliance Paysagiste qui vous a soutenu dans la démarche? Alors nous, on s'est connus comme ça. Ah, c'est comme ça. Racontez-nous cette rencontre. Eh ben, c'est un réseau. On est entre nous aujourd'hui, voilà. En fait, nos réseaux, ils sont là pour... alors, je parle de professionnels, l'UNEP ou Alliance Paysage, pour qu'on partage ensemble notre vie quotidienne de paysagiste et puis de chef d'entreprise. Et une des préoccupations, c'est celle-ci. Et c'est vrai que régulièrement, alors l'UNEP nous accompagne, ça c'est clair. Au départ, mise en place du document unique, ils nous ont quand même bien aidés. Mais après, le faire vivre, c'est autre chose. C'est dans les échanges des bonnes pratiques les uns les autres. On fait travailler Gestuelle Santé, nous, pour les bons gestes au travail. Parlez bien près du micro. Ouais, voilà. Et ça vient parce que je l'ai vu chez lui, il a vu d'autres choses chez moi, et on a vu d'autres choses chez d'autres paysagistes, donc soit de notre secteur, soit de la France entière. Et alors, comment vous faites justement avec vos collaborateurs pour mettre tout ça en place? C'est des séances que vous organisez pour avoir vraiment cette discussion sur cette prévention des risques? Alors, des fois, il y a des thèmes particuliers. On essaie aussi de chaque moment de vie d'entreprise. Là, la semaine prochaine, j'ai des équipes qui partent sur Paysalia, qui est un gros salon du paysage. Et du coup, ils ont des missions d'aller chercher du matériel qui va les aider à travailler, que ce soit dans la posture, dans la contrainte de tous les jours, et à tous les niveaux. Donc il y a des gars de chantier qui y vont avec des responsables de service, et on y va pour faire quelque chose. Vous avez plusieurs métiers en plus avec des risques qui sont complètement différents. On a de l'entretien, de la création et du bureau, parce qu'il y a des risques aussi au bureau. Et on essaie de partager à toutes les strates de l'entreprise. Et chez vous, chaque collaborateur a un sujet de prédilection sur lequel il travaille? Chez nous, non. Chez Xavier, oui. Ah, alors chez vous, non, mais chez Xavier. Alors on a des sujets, ceux du bureau travaillent quand même sur leurs sujets à eux, mais on mixe pas mal. On mixe les réflexions faites sur des sujets. Quand on a une problématique qui arrive, on la travaille en comité de direction au départ, et après on redescend avec le terrain en réunion de production pour voir un petit peu comment on va pouvoir appliquer la nouvelle norme, le nouveau geste, comment on va mettre en place la fiche sécurité du matériel. Donc ça, après, bien sûr qu'on la travaille... mais c'est plutôt quelque chose de commun et on va chercher les compétences au cas par cas.
Voilà, parlez-nous justement de ces sujets de prédilection chez vos collaborateurs. Oui, en fait, on a créé différentes commissions donc, qui ont une thématique en rapport avec le métier. Donc, il va y avoir une commission qui va travailler donc, sur l'analyse des risques plus pour l'entretien, d'autres plus pour la création, et qui vont faire le tour de leurs collègues qui partagent les mêmes risques pour justement avoir une vision un peu plus globale. Et 2 fois par an, on fait venir le préventeur qui nous anime là-dessus, parce que ça permet d'avoir un moment figé où on se rassemble tous, et c'est là où il y a présentation de ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait, ce qui sera à faire et qu'on prévoit dans le temps futur, quoi. Et chez vous, au bâtiment 25, Sandra Lebert, comment ça se passe ? Alors, chez nous, la volonté d'avoir ce DUERP, elle est venue du fait que beaucoup d'entre nous, avant de travailler dans les tiers-lieux et dans une coopérative, venaient du monde de l'industrie, d'entreprises assez classiques. C'était votre cas ? C'était mon cas. Et avec cette envie d'impulser une autre dynamique à ce niveau de l'évaluation des risques que ce que nous avons connu précédemment. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans l'entreprise où je travaillais avant, la dynamique du DUERP, c'était plutôt une formalité, comme on l'a dit ce matin, un peu gênante. Les managers appuyaient sur un bouton tous les ans, ne mettaient pas forcément à jour, et puis on n'y pensait plus pendant 1 an, et on n'avait pas, en tant que salarié, l'accès à ce document. Oui, il n'y avait pas d'échange avec vous pour justement échanger. Voilà. Okay. Donc j'étais familiarisée à cette lacune, entre guillemets, on va dire. Et donc du coup, en arrivant à Bâtiment 25, en trouvant en plus dans le collectif des compétences qui ont pu nous accompagner sur le montage de ce DUERP, qui nous ont amené aussi cet outil Wara dans les mains. On a vraiment voulu travailler ça avec l'équipe salariée, qui est encore petite, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 2 salariés. Mais voilà, ça a été déjà une première approche de mettre dans les mains des salariés, des sachants dans l'entreprise, cette dynamique-là. Et voilà, en tant qu'établissement recevant du public, ayant de multiples usagers, de multiples espaces avec différents risques potentiels, voilà, de mettre tout le monde en sécurité via cet outil. Et ça a été bien accueilli, justement, ces discussions autour de la prévention des risques. Il a fallu être un petit peu pédagogue. Comment ça s'est passé ? Non, le fait que ça a été fait en petits groupes de gens familiarisés, c'était plutôt facile. Vous le faites avec toutes les personnes qui sont présentes dans le bâtiment 25 Non, justement, c'est l'enjeu des prochaines fois, c'est d'inclure aussi nos résidents permanents, ceux qui ont leurs locaux, les 50 structures qui partagent les locaux avec nous, et les usagers aussi ponctuels, locataires de salles, usagers habitants qui viennent faire des activités. C'est aussi peut-être l'enjeu futur pour nous d'élargir cette mise à jour du DUERP avec toutes ces parties prenantes, on va dire. Et puisque tout le monde, évidemment, est concerné. Mm-hmm. Mesdames, comment ça se passe chez vous aux ateliers Réno ? Voilà, le micro est juste devant vous. Alors nous, on est parti d'une situation très contrainte où on avait effectivement un document unique qui était une réponse purement réglementaire avec une obligation par la CARSAT d'intégrer le programme TMS Pro. Donc la contrainte s'est un peu durcie et il a fallu déployer la grosse cavalerie. Donc effectivement, on a été chercher l'aide de l'OPPBTP, de l'AMCO avec le préventeur, l'ergonome, et on a impliqué énormément les salariés en faisant...
Et quel a été l'accueil, justement, réservé Pas très chaleureux, en nous expliquant, enfin en m'expliquant essentiellement à moi que rien n'allait changer et qu'ils ne voyaient pas pourquoi on avait cette démarche. Et puis petit à petit, effectivement, à force de faire les visites chantiers et de trouver des solutions, si petites soient-elles, ils se sont rendus compte qu'effectivement, d'abord, il y avait une implication de la direction qui était conséquente. Et s'il n'y a pas d'implication de la direction, on ne peut pas avancer. Donc ça a amené effectivement les salariés à changer leur regard et à participer à la recherche de solutions pour toutes les solutions, les situations de travail que je pouvais relever. Donc moi, le DU, c'est vraiment ma bibliothèque de situations de travail, sur laquelle effectivement on va coter les situations les plus dangereuses, sur lesquelles le risque est le plus conséquent et il faut avoir une action très rapide. Et derrière, on met un plan d'action et comme je suis aussi qualiticienne, du coup, on le déroule vraiment comme de l'amélioration continue, en choisissant avec la direction selon le niveau d'investissement, en étalant cette charge au fur et à mesure des années pour effectivement améliorer les choses. Et alors, vous avez mis en place des quarts d'heure sécurité tous les mois. Voilà, la direction a mis en place dans un premier temps des petits déjeuners pour informer l'ensemble des salariés les situations de la situation de l'entreprise. Et on en a profité pour faire des quarts d'heure sécurité dans lesquels on vient donner des informations à l'ensemble des salariés sur les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, l'évolution de la réglementation, l'évolution aussi des techniques, et où on leur demande d'essayer des nouveaux systèmes pour effectivement éviter des chutes de hauteur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de collaboratif, puisque j'imagine que c'est déterminant d'avoir leur amont, leur aval. Exactement. Il y a un autre outil qui participe aussi, qui les fait beaucoup participer, c'est l'analyse d'accidents du travail, qui n'était pas faite avant et qui aujourd'hui est faite de manière systématique. Et ils savent qu'à leur retour d'accident du travail, ils doivent passer par la case réunion un petit peu synthétique avec plusieurs personnes où on va choisir une solution ensemble, en tout cas essayer un certain nombre de choses. Et ce type d'analyse d'accident du travail nous permet de trouver des solutions et puis de faire remonter dans le document unique des essais qu'on a fait, qui ont échoué, qui ont amené à d'autres solutions et ainsi de suite. Et alors la culture de la prévention, elle est importante, si bien que les intérimaires chez vous souhaitent rester après, puisqu'ils se sentent en sécurité. Voilà, on avait ça fonctionne. C'est ça. On avait des intérimaires qu'on avait du mal à fidéliser. Et maintenant, les intérimaires qui demandent à venir chez nous et pour beaucoup qui demandent à rester. Et pour ces raisons, vous parlez justement de ce parce sentiment qu'il y a de une sécurité. prise en compte de leurs besoins. Et effectivement, en gérant ce flux de marchandises, en fait, le menuisier était plus menuisier, il gérait un flux de marchandises de manière constante. Donc à un moment, la menuiserie, le verre, la menuiserie dans l'autre sens, etc. Aujourd'hui, on a géré ce flux de manière beaucoup plus optimum, ce qui fait qu'il revient à son métier de menuisier. Et donc ça a beaucoup plus de sens, le métier reprend de son sens. Et vous, Sandra Lebert, vous avez instauré 3 séances de 3 heures pour monter rédiger. notre DUERP, oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'avant de se lancer dans l'aventure, on s'était dit, oh là là, ça va représenter une charge de travail énorme, on est au pied d'une montagne. Et en fait, au final, 3 séances de 3 heures ont suffi pour passer en revue, comme je le disais, tous les espaces, tous les risques potentiels sur ces espaces. Et finalement, après coup, ça semble un investissement quand même en temps, pas si chronophage que ça, pour mettre en place un DUERP dans une entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se fait souvent toute une montagne du premier DUERP qu'on monte, et en fait, au final, avec un outil comme Ouara, ça a été relativement simple et pas chronophage. Ça a été rapide, mais justement, tout à l'heure, on en parlait, on a pu voir qu'il y avait 46 catégories par thématique, par métier sur OIRA. Comment vous avez fait, vous? Alors, puisque vous avez, comme vous avec le la disiez, problématique d'un lieu hybride comme le nôtre, c'est vrai qu'on est parti du générique.
générique, pour le coup, du questionnaire générique. Et on a été chercher dans chacun des secteurs, comme on l'a vu ce matin, ce qui correspondait pour la boutique à la partie secteur commerce, aux ateliers pour la partie faire ensemble. On a vraiment été compléter le générique par nos activités multiples. Donc c'est important de créer des moments d'échange pour pouvoir échanger, justement, des moments d'échange pour échanger, évidemment, avec ses collaborateurs, pour en faire peut-être des ambassadeurs aussi de cette prévention des risques dans vos entreprises. Vous, quelles actions concrètement vous avez mis en place justement pour pouvoir créer ces moments d'échange ? Alors, je parlais des réunions de production qu'on a, nous, tous les mois avec les équipes. Mais je sais que ce n'est pas tout. Vous avez mis d'autres choses en place. Ouais. Alors ça, ces moments-là, c'est déjà le moment de parler des presque accidents. Vous en parliez aussi tout à l'heure, et des accidents, et analyser les accidents qui ont eu lieu, et puis voir comment on fait pour y remédier. Alors la réponse, on ne l'a pas tout de suite, mais on voit que d'une époque où on était dans le contrôle, aujourd'hui, on est dans une époque là où les gars, nous, ils sont vraiment investis d'aller chercher des solutions, parce qu'ils reviennent des fois avec des solutions, ils ont trouvé des choses sur Internet, ils ont trouvé et à la réunion d'après, on arrive avec des solutions qu'on va avoir travaillé avec eux. Mais alors je pense qu'on a peut-être d'autres chefs d'entreprise qui se posent la question, comment vous avez réussi à ce qu'ils soient à ce point-là engagés ? Alors, on a fait, comme chez Xavier, intervenir déjà une personne en extérieur pour faire état des lieux de tout ce qu'il y avait. Oui. Et là, on s'aperçoit qu'on fait en fait déjà beaucoup de choses. Mais quand on met le doigt dessus, déjà la montagne paraît moins grande, ça c'est clair. On met des niveaux de risque, on en parlait aussi tout à l'heure, pour se dire, il y a des choses qu'on va faire tout de suite. Ils voient le changement, ils voient qu'on fait des choses, donc ils ont envie de s'investir. Et on est passé du contrôle il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, à vraiment une participation. Alors, ça va être tous les mois en réunion, ça va être, je vous dis, la semaine prochaine, parce qu'ils vont aller chercher pour certains du matériel qui va les aider. On a travaillé sur des exosquelettes et on les fait participer. Là, on fait un petit groupe qui travaille. Alors, ça marche ou ça marche pas. Ils vont adopter ou pas adopter l'exosquelette, mais au moins, on teste avec eux. Ah, voilà. C'est plutôt sympa de tester des exosquelettes, c'est pas tous les jours. C'est pas mal. Ouais, on a testé 2-3 différents, dont 2 plutôt longuement, et avec des résultats qui n'étaient pas forcément là, mais on a un métier qui est très diversifié, donc on trouve d'autres solutions. Mais il me semble que vous allez même plus loin, c'est-à-dire que vous servez de séminaires, de moments festifs dans l'entreprise, justement pour faire de la prévention des risques. Vous êtes fort. Ouais. Alors ça, c'est pas encore fait. Ça va arriver. Ça va arriver. J'ai spoilé quelque chose peut-être. Ouais. On est associés que depuis une année, et puis l'idée c'est de les faire travailler en fait sur tout ce qui marche bien des deux côtés. Et là, par petits groupes. Donc c'est notre thème de travail pour le mois de juin. Donc c'est une plutôt bonne idée d'associer. Ouais. C'est là où on peut bénéficier un petit peu de ce que fait l'un ou de ce que fait l'autre, et puis de monter en compétences. Donc il y a le réseau, mais il y a aussi les 2 sociétés qui bossent ensemble. Et vous avez mis aussi en place. Il me semble, je n'ose plus dire, je ne sais plus quoi dire, je fais attention à ce que je dis. C'est pas encore. Eh bien, nous saurons ça lors de la prochaine édition de ce colloque, justement, sur la prévention. Est-ce qu'on peut en parler ? Si, c'est un sujet qui est important, pas forcément ce QR code, mais en fait, tout notre matériel, on essaie, et on démarre par ça, d'avoir du matériel en état, entretenu, avec un homme de cours, avec chaque chose à sa place, avec une fiche qualité, une fiche sécurité sur chaque matériel. Donc ça veut dire que quand un gars prend du matériel, il a la fiche sécurité. Alors entre la voir et la lire, il y a une différence. Donc l'idée, c'est de passer maintenant à un stade supérieur. Je vais me faire taper sur les doigts, je pense, mais bon, non, c'est les aléas du direct. Voilà. Là aussi, des idées qui émergent de discussions, de ces rencontres qu'on peut avoir. Donc l'idée, on se dit aujourd'hui, ça fait beaucoup d'informations à lire, à retenir. Et finalement, l'utilisateur, quand il va être sur le terrain, la fiche, elle est au bureau. Donc l'idée qui est ressortie, on s'est dit pourquoi pas faire un QR code qui serait sur la machine, qui envoie vers une petite vidéo qui explique justement comment tous les éléments de sécurité et l'utilisation à avoir pour conduire la machine en sécurité. Et là, l'idée, ce serait de faire au cours du séminaire... Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Non, moi, je suis au courant, donc tout va bien. Mais c'est de faire travailler nos collaborateurs ensemble pour faire ce type de vidéo, parce que qui de mieux que l'utilisateur connaît la façon de l'utiliser.
Pour en parler, et puis ça vous fait un thème de séminaire. Pour en parler de manière compréhensible, oui, parce que des fois, quand on a la fiche, la note sécurité, il y a tout un tas, mais c'est pas forcément fonctionnel, opérationnel, alors que l'opérateur va mettre de l'opérationnel dedans. Bien sûr, non mais évidemment. J'espère ne pas avoir trop spoilé votre prochain séminaire, mais peut-être que vous pourriez nous inviter tous pour qu'on puisse y assister et tester nous aussi ça. Alors en plus, vous avez collaboré, j'aimerais que vous nous parliez de cette collaboration, ce que ça vous a apporté justement. Vous avez le même métier, comment vous avez fait pour co-créer, pour travailler sur ce DU ? La première des choses, déjà, c'est au niveau de l'animation. On a eu le même préventeur qui a animé nos réunions. Donc, ça nous a permis d'avoir une trame un peu commune. Parce que ce qui est important, c'est ressorti aussi, c'est le côté participatif. Mais à partir du moment où on a une trame commune, c'est plus facile pour pouvoir participer et parler de la même chose. Et après, c'est par des échanges, au moment des rencontres, on a telle problématique, quelle solution est-ce qu'elle a été rencontrée, quelle solution a été amenée, et est-ce que de l'autre côté, on peut aussi la mettre en application. Et est-ce que, mesdames, ça serait envisageable aussi pour vous de mutualiser avec d'autres entreprises dans vos secteurs d'activité ? C'est l'OPPBTP qui nous le fait gentiment, en nous réunissant autour de CAP Prévention. Approchez bien le micro. En organisant CAP Prévention plusieurs fois dans l'année, effectivement, on a ce type d'échange où on peut présenter nos bonnes pratiques, nos solutions, nos découvertes et nos difficultés. Et donc, c'est ce qui nous a permis, par exemple, on était à la recherche d'un robot de pause pour effectivement solutionner une difficulté de poids avec un robot, voilà, et pour les vitrages essentiellement. Et c'est lors de CAP Prévention qu'on a pu rencontrer l'entreprise Maciejowski qui a eu la gentillesse de nous recevoir, de nous montrer le robot qu'eux utilisent pour voir si ça pouvait nous correspondre ou pas. Donc ce sont des organismes comme l'OPPBTP qui nous permettent ça. Ouais. Sandra Lebert, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable avec d'autres tiers-lieux ? Oui, complètement. C'est un peu l'idée de... Alors, on a fait comme on appelle en bon français, un benchmark des tiers-lieux qui ont déjà un DUERP. On n'a pas encore trouvé. Donc, alors peut-être... Vous n'avez pas encore trouvé ? Ben non. Vous êtes des précurseurs. On pense que c'est souvent des structures associatives petites et qui ne voient peut-être pas l'intérêt de se lancer dans un DUERP. Et pourtant, normalement, elle devrait. Et donc, voilà. Donc, nous, l'idée, c'était peut-être de lancer aussi un mouvement dans les tiers-lieux et de partager ça avec les tiers-lieux amis qu'on a sur le territoire ex-Limousin, mais aussi Nouvelle-Aquitaine, et de voir ce qui se passe. En tout cas, là, aujourd'hui, je fais ma liste de courses. J'ai bien noté les QR codes à droite, les quarts d'heure sécurité à ma gauche, et voilà, c'est des choses aussi, c'est des moments comme ça aussi où on prend les retours d'expérience ou les projets futurs des autres structures, même si pas tiers-lieu. Voilà, c'est bon aussi à prendre. Et alors, vous pourrez retrouver justement sur YouTube toute l'intégralité de cette journée. Si vous avez besoin de rescanner des QR codes, n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations que vous pourrez retrouver ultérieurement. Quelles avaient été au tout début, quand vous avez commencé, les principales difficultés que vous avez pu rencontrer, Sandra Lebert ? On l'a évoqué tout à l'heure, le fait d'être un lieu hybride avec de multiples activités. Mais bon, l'outil Wara fait qu'on peut aller chercher dans différents secteurs les choses nécessaires. C'est-à-dire que vous êtes donc parti de l'outil OIRA, vous avez pris le générique et après vous allez regarder sur les risques dans la restauration. Voilà. On a pris dans un peu tous les secteurs qui nous concernaient ce qu'il fallait. Et ça vous a vraiment facilité la tâche, vous qui l'avez utilisé. Oui.
C'est rapide, aussi simple que ce que ça paraît, en tout cas quand on le voit sur l'écran. Oui, c'est comme si on répondait, maintenant on est tous habitués à répondre à des Google Forms ou des Framaforms, voilà, c'est un peu ça en fait, voilà, et puis après, comme on montrait ce matin, on coche ce qui existe déjà, on rajoute le risque qu'on a identifié en plus, voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous, mesdames, comment ça s'est passé? Est-ce qu'au début, on a eu des réticences de la part des collaborateurs? Quels ont été les freins? Oui, essentiellement des réticences, oui. Puisque je pense qu'il y avait des choses qui avaient été tentées avant, mais qui n'avaient pas été suivies. Donc, quand effectivement on annonce quelque chose et qu'on ne le met pas en œuvre, derrière, c'est compliqué de travailler. Donc, moi, j'ai pu m'appuyer sur ce changement de direction pour dire que s'il y avait un changement de direction, il y avait forcément un changement dans l'action aussi. Évidemment. Et qu'il fallait essayer les choses, tout au moins, dans un premier temps, pour pouvoir avancer. Et justement, tout à l'heure, on en parlait ce matin, des risques psychosociaux. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez, de sensibiliser vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Alors, sur la partie risques psychosociaux, moi, j'interviens dans d'autres structures. J'ai utilisé l'outil de l'INRS, le petit questionnaire qui est à disposition pour les TPE. Et une autre solution, ce qui était l'intervention d'un psychologue du travail. J'avoue que dans les deux cas, j'ai plutôt allumé les feux sur des braises existantes qu'autre chose. Donc, j'ai fait le choix aujourd'hui de le traiter au cas par cas. Parce que ce petit questionnaire, par exemple anonyme de l'INRS, comme on est dans une société qui fonctionne un peu en mode Twitter, ça a été un déversement de colère terrible. Donc vous avez tenté la boîte à idées et finalement, voilà. peut-être pas... Alors qu'effectivement, aujourd'hui, au cas par cas, l'évaluation des risques, les visites chantier, les analyses de situation, où je passe beaucoup de temps avec chaque personne de manière individuelle ou par équipe, me permettent de détecter beaucoup plus facilement si effectivement il y a une problématique psychologique ou autre là-dedans. Et vous, messieurs, donc vous êtes dans un secteur peut-être que je me trompe, assez masculin. Est-ce qu'on fait attention à ces risques? Alors on y est peut-être un peu moins de sujet, mais ça c'est plutôt des analyses autour du verre, de la biophilie, de la nature. Ça fait du bien, c'est quand même. Alors, ça joue sur votre mental, d'être à l'extérieur. En plus, c'est pas des bêtises, c'est vrai. Et en fait, on s'est attelé vraiment sur tout ce qui est poste de travail, ergonomie, matériel, et on n'a pas encore pris à bras le corps cette partie-là. Prochain séminaire, vous pourrez en parler. Ça peut, mais pourquoi? Parce que souvent, alors c'est l'humain qui est fait comme ça, ou peut-être l'entreprise qui est faite comme ça. On réagit souvent à des contraintes qu'on a, et c'est pas les premières contraintes qu'on a rencontrées. Mais ça peut arriver, et il faudra s'en soucier. Ouais. Et chez Sève? La réponse est relativement identique. Vous m'aidez, merci beaucoup. Non, bonne journée. C'est vrai que, comme l'a dit Williams, on a la chance déjà d'avoir un travail plutôt extérieur, plutôt en lien avec la nature, donc on sait quand ça permet d'apaiser. Donc aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est ressorti en premier lieu. Après, le côté sensibilisation des équipes, échange et tout ça permet aussi de se prémunir, et un moyen aussi de se prémunir de ce type de risque, mais on n'a pas été très loin, vraiment pas loin dans la démarche. Et aujourd'hui, avez-vous envisagé de quantifier les accidents évités suite à la mise en place du RP? Oui, aujourd'hui, alors sur Roberol, on est jusque dans l'analyse du pré-accident. Sève, on est dans l'analyse de l'accident, avec justement l'analyse, depuis qu'on fait ça, de notre taux d'accident du travail et de son évolution, qui a été plutôt dans le bon sens. Donc on voit que tout ce qui a été mis en place fonctionne. Et même justement pour toutes les personnes qui participent à ces différentes commissions, c'est un résultat annoncé, montré, parce que au-delà de l'aspect effectivement réglementaire, financier et ainsi de suite, ça permet aussi de montrer que concrètement nos actions ont une portée.
Et vous communiquez justement sur cela auprès de vos collaborateurs ? Oui, chaque année, il est énoncé au moment de la réunion de début d'année où on refait le point des différentes thématiques et où il y a tout un chapitre sur la partie sécurité. Sandra Lebert, c'est votre cas ? Vous avez pu, vous aussi, alors ça fait 1 an, mais est-ce que vous Ouais, avez pu constater on est un peu jeune, on n'a éviter pas, des choses on en n'a vous disant, pour l'instant pas eu d'accident, voilà. Mais je reviens sur la question précédente. On expérimente malheureusement actuellement des risques psychosociaux et c'est peut-être quelque chose qu'on a aussi sous-estimé dans cette première version du DUERP, puisque comme malheureusement tout bon tiers-lieu, et quand j'ai fait ma formation tiers-lieu, tous les tiers-lieux que j'ai visités, on m'avait dit tu verras les coordinatrices la première année, épuisement professionnel, voilà. Et malheureusement, on est en train de vivre ça. Donc c'est quelque chose bien sûr qu'on va intégrer dans notre prochaine mise à jour et dans notre évaluation des risques, bien évidemment. Et aussi une autre thématique à laquelle on a été confronté, c'est la santé mentale. Voilà, ça c'est quelque chose qui va falloir aussi qu'on travaille, évaluer les risques quand on a du personnel ou des résidents, voilà, avec des troubles et comment on intègre ça aussi dans l'évaluation des risques. Et mesdames Puyot et Chollet, est-ce que vous avez pu quantifier, peut-être ? Oui, je crois qu'on peut dire qu'on a pu quantifier. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En 2022, je vous donne des chiffres, ça va être très simple. On adore les chiffres, allez-y. Oui, non, mais il n'y en a pas trop. Le total que je vais vous donner, ça comprend les arrêts de travail de moins de 90 jours et les arrêts de travail, tout ça pour accident de travail, et les arrêts de travail de plus de 90 jours. Donc en 2022, un petit bilan, on était à 700 jours d'arrêt suite à un accident de travail. En 2025, on est à moins de 100 jours aujourd'hui. Donc en 3 ans. Entre 700 et 100, voilà. Oui, vous faites une petite légère division, baisse. une légère baisse. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est parlant. C'est très parlant. C'est très parlant. Et ça, oui. Juste grâce à ce que vous avez pu mettre en place, grâce au... Tout à fait. La culture prévention, par l'intermédiaire de l'OPPBTP, de Virginie, donc, qui est arrivée chez nous, par ses quarts d'heure sécurité, par sa venue a été au départ, effectivement, on envoyait un gendarme. Voilà, on envoyait un gendarme sur les chantiers, Colonel auprès de nos Puyot. équipes. Donc ça leur a fait peur, forcément. On venait surveiller leur travail. Et puis, ils ont vite compris que Virginie était une alliée et elle venait justement, voilà. Donc là, on a basculé dans une autre philosophie, voilà, de la part de nos équipes. Et vous êtes même allé plus loin puisque vous avez réussi à chiffrer le coût direct et indirect avec des primes. Oui, alors oui. Ah non, c'est pas ça ? Si. C'est ça ? On a effectivement, pour démontrer l'intérêt de cette action de prévention, de ces actions, et pour les impliquer encore plus, chiffrer le coût direct et indirect sur la première année, où on avait déjà obtenu une baisse conséquente, et la direction a décidé de basculer pour une grosse partie en prime aux salariés pour les remercier et leur demander de s'investir encore une nouvelle fois. Donc effectivement, je récolte ça moi sur les visites chantier par des recherches de solutions, etc. Donc eux-mêmes sont en analyse justement avant le démarrage du chantier pour savoir si ils ont les bons EPC, les bons équipements de protection collective, les bons EPI, etc. Donc ça a vraiment déclenché une volonté. Ouais. Sandra Lebert, je vous vois prendre des notes. Encore une fois, ça donne des idées, des bonnes idées pour le jeune tiers-lieu qu'on est, bien sûr, de chiffrer ce coût. Complètement. Vous souhaitiez réagir ? Je vous vois avec... Donc vous avez pris le micro, vous l'aviez gardé tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut envisager ça dans vos entreprises? Ouais. C'est vrai que bon, c'est venu sur le tapis sur d'autres sujets, hein, qui peuvent être l'accidentologie ou les choses comme ça. Mais oui. Et puis le primé peut être une bonne solution. Un cercle vertueux. Ouais, c'est toujours vertueux. On bénéficie d'un retour, je vais dire, sur un investissement de temps, en énergie pour aller et en compétences, parce qu'il y a aussi des formations autour de la sécurité. Hein. Donc, mais on peut aussi réinvestir sur les hommes par les primes, les hommes et les femmes. Nous, c'est beaucoup des hommes même. Bientôt peut-être et les femmes. Plus de Si, femmes. on en a. Vous en avez quand même. Vous en avez quand même. On va faire un dernier tour de table avant de vous donner la parole, ou avant de donner la parole aussi aux personnes qui nous suivent en direct sur YouTube. Un conseil peut-être pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises qui sont présentes aujourd'hui parmi nous, de le faire. Vraiment d'investir sur cette prévention des risques dans les entreprises, de mettre aussi, de collaborer avec les salariés pour justement les investir davantage? Je pense que ça fait partie de la qualité de vie au travail qui nous tient à cœur. Je pense autant Xavier que moi. Et on parlait tout à l'heure que les intérims voulaient rester ou des CDD voulaient rester. Je pense que la qualité de vie au travail et la sécurité au travail font partie des atouts de l'entreprise pour recruter. Donc ça fait partie des atouts de l'entreprise pour recruter. Hein. Parce que clairement, la sécurité, elle nous impose d'avoir du matériel en état. Ça, les équipes adorent. De se soucier d'eux. Je pense que quand on se soucie de nous, on se sent protégé, en effet. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça fait partie intégrante, je dirais, du marketing RH, du recrutement, et puis de garder les gars et les filles. Et les filles, évidemment. Et en Corrèze, chez Sève. Oui, et pareil, c'est un moyen aussi de reconnaissance des collaborateurs, de ce qu'ils vivent, leur situation tous les jours. Et moi, ce travail-là a permis aussi de travailler d'autres sujets tels que la cohésion d'équipe. Parce que les services qui ne se croisent pas tout le temps ont travaillé les uns avec les autres, de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble. Donc tout ça, ça a une répercussion au-delà du simple document unique, du document administratif ou de la sécurité. Ça a vraiment une répercussion sur l'ensemble des liens que peuvent se tisser au sein de l'entreprise et la sensibilisation qui est faite, parce que plus on inclut de personnes, plus ils se parlent les uns les autres et ils se sensibilisent entre eux. Sandra Lebert. Oui, c'est un vrai outil de protection de tous, des dirigeants, des salariés, des usagers. Donc c'est ultra nécessaire. Et on en parlait ce matin. C'est un vrai plus aussi. C'est un outil de gestion en fait, puisque ça permet un plan d'action derrière. Un plan d'investissement aussi si besoin, donc ça rentre aussi dans la gestion d'une entreprise classiquement, hein. Donc c'est ultra nécessaire. Et donc aux ateliers Renault, on continue dans ce sens? Oui, parce qu'effectivement c'est un outil de pilotage complètement, puisqu'on y retrouve des indicateurs un peu comme la qualité. Et effectivement des plans d'action, et ça a créé aussi ce que moi j'aime beaucoup, qu'il n'y avait pas quand je suis arrivée, un sentiment d'appartenance. Maintenant il y a une vraie fierté d'être dans une entreprise où moi je vois bien quand je fais les visites chantier, les menuisiers ont plaisir à dire aux clients avant que j'arrive, on va voir la visite. Alors ils m'ont appelé le mignon de la prévention, parce que je suis habillée en jaune avec mes lunettes rondes. Et donc c'est mignon. Oui, je suis passée du gendarme au mignon, donc tout va bien. Mais il a fallu un temps d'adaptation, voyez-vous, voilà. Et c'est fait, ça y est. Et donc ils ont plaisir à dire aux clients, nous, chez nous, voilà. Donc ce sentiment d'appartenance est plutôt agréable. Et vous? Pas de réaction. On va se tourner donc vers la salle, vers le public ou vers notre chat. A-t-on des questions peut-être pour nos intervenants? On a des questions? On a une question qui datait un petit peu pour les ateliers Renault. Une internaute souhaitait savoir quels sont les risques à cotation les plus élevés. Alors c'est essentiellement les TMS, puisqu'ils sont amenés à porter des charges très lourdes, et donc notamment les verres, quand on change des verres, je vais prendre l'exemple de la BFM,
Ce sont des verres de grande taille qui sont très lourds dans des espaces où ils n'ont pas forcément l'accès physiquement d'intervenir. Et donc, il a fallu effectivement vraiment faire une recherche de prestataires. Soit nous, on avait les moyens effectivement d'utiliser notre robot, ce qui n'est pas forcément le cas dans toute la BFM, soit de s'adosser les compétences de prestataires externes. Donc, ce sont vraiment les TMS. Merci. On a une autre question du côté du chat? Non, pas pour le moment. Et dans le public? Ah oui, monsieur au premier rang, merci beaucoup. Alors, merci de vous présenter et puis de poser votre question, évidemment. Alors, attendez, regardez, on a un petit souci. Le micro n'est pas allumé. Oui, René Buisson, donc je suis chef d'une toute petite entreprise, puisque maintenant je n'ai même plus de salariés, mais je suis donc IPRP et dans la prévention depuis 1970, à divers titres, bien évidemment. Donc j'ai créé ma petite structure de conseil et de formation, parce que j'en avais assez des grandes entreprises où il fallait des circuits très importants avant qu'une décision soit prise. Donc j'ai dit, tiens, dans une petite structure, ça va aller plus vite. Et là, par contre, le L4121 nous demande de faire de la prévention de la santé physique et mentale. Donc tout ça, effectivement, avec notre fameux taux de fréquence, taux de gravité. Mais quid de la santé mentale? On n'a pas d'indicateur pour la santé mentale. On n'a que des indicateurs d'accidents du travail à base de sécurité physique et pas mentale. Alors là, j'espère qu'on va trouver des pistes pour essayer d'améliorer ça, parce que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Je crois que c'est le physicien Rohr qui avait préconisé, enfin qui avait sorti cette phrase-là, donc c'est pas moi qui l'ai inventée. Voilà, donc on a du boulot à faire pour mettre des indicateurs sur cette santé mentale, parce qu'une personne absente pour 3 mois après un accident va déclencher une analyse d'accident. Une personne absente pour 3 mois pour un burn-out ou des symptômes si apparentant, on va lui dire ça y est, ça va mieux, et puis on n'analysera rien, a priori, enfin par expérience. Donc voilà, je pose la question. La question est posée. Merci. Comment avez-vous fait alors? Est-ce que vous avez trouvé des indicateurs justement pour vous guider? On n'a pas trouvé d'indicateurs, par contre on analyse. Par contre, on analyse et on essaye de suivre la personne qui, comme ça, s'est absentée pour des raisons psychologiques, en essayant de la faire parler. Et là, on s'adosse effectivement la médecine du travail, que ce soit dans le tertiaire ou dans le TP, pour être au plus près du salarié, pour ne pas reproduire une difficulté qui pourrait venir de l'entreprise et qu'on n'aurait pas visualisé. L'un des indicateurs, est-ce que ça ne peut pas être non plus le turnover dans une entreprise? Tout à fait. Ça va être le premier indicateur, ça va être celui-ci. Là, j'ai le cas dans une entreprise, d'un service où effectivement, un de ces services-là, on a 2 personnes qui sont arrêtées pour, on ne sait pas trop, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu d'accident du travail. Là, on va être au plus près de ce service-là pour essayer de faire un petit audit organisationnel et voir s'il n'y a pas une problématique plus profonde autour de ces 2 absences. Avons-nous d'autres chefs d'entreprise qui souhaitent partager leur expérience? Est-ce que comment vous avez fait? Avez-vous mis des actions en place au sein de vos entreprises? Qui est chef d'entreprise ici? Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas me le faire croire quand même. À d'autres. Vous êtes timide. Vous êtes très timide. Ah, vous avez une question. Merci beaucoup d'avoir cette question. On vous amène le micro. Alors merci de vous présenter et puis de vous lever. Tous, Sandrine Ball, je suis responsable patrimoine et sécurité pour les Croix-Rouges compétences, les centres de formation du social et médico-social de la Croix-Rouge. Vous parlez absolument pas du PAPRI Pacte, sauf erreur de ma part. Visiblement, il n'est pas traité dans vos sociétés ou... Alors si, je pense que quand on parle de plan d'action, moi je ne donne pas l'acronyme PAPRI Pacte, mais le plan d'action c'est le PAPRI Pacte. Donc effectivement, c'est le nom que je donne au PAPRI Pacte, je l'appelle plan d'action. Et vous aussi? Oui, nous... Oui, merci. On vient d'apprendre le mot. Un plan d'action, voilà.
Vous voyez, vous avez bien fait de venir, on apprend plein de choses cet après-midi. Alors on a d'autres questions du côté du chat. Oui, une autre question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, peut-être à chacun d'entre vous. Avec du recul, quel serait le point de vigilance concernant un déploiement du DURP? Un point de vigilance à avoir avec votre Le faire vivre. Parce que souvent, on a tendance à le réaliser à un instant T. Et après, le plus important, c'est derrière, qu'est-ce qu'on en fait, justement, le plan d'action. Et de faire des points d'étape pour voir ce qu'on a mis en place. Voilà, moi, le point de vigilance, vraiment, aujourd'hui, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est que on sait qu'on a une échéance, tous les 6 mois, on se revoit, on en reparle. Et du coup, ça fait vivre ce document-là et ça remet des nouvelles actions parce qu'il y a forcément eu des situations qu'on a connues au cours des mois écoulés. Vous souhaitiez réagir peut-être? Non? Oui, je voulais rajouter que c'est le Patri Pacte qui a mis un coup d'accélérateur justement à la vie du document unique. C'est parce que ce plan d'action est arrivé qu'effectivement ça nous a obligés à dérouler cette amélioration continue autour de la prévention. Alors on a une question dans le public. Merci de vous présenter de nouveau et puis de vous lever, voilà. Vous n'avez pas voulu vous lever ce matin, c'est chose faite. Alors, moi. Donc, toujours Stéphanie Amiot, toujours psychologue du travail. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'avait dit le monsieur. En fait, c'est pas une question sur la santé mentale. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui existent. On a parlé là du turnover, il y a l'absentéisme, le présentéisme, il y a les conflits, il y a l'ambiance, tout simplement le climat social. Aujourd'hui, il y a des outils en prévention, justement, faire avant. Pour moi, c'est avant tout, c'est ça, la prévention. On a parlé de prévention primaire ce matin. C'est diminuer, éviter, limiter les risques et agir sur les facteurs de risque essentiellement. Simplement mettre en place un baromètre de climat social, ça me semble être un bon démarrage avec un questionnaire. Quand je travaille moi avec les RH, souvent une personne qui va s'absenter régulièrement, qui a des arrêts médicaux, une des choses que je demande aux RH, c'est: avez-vous regardé le nom du médecin ? C'est parce que le motif d'absence, on est d'accord, on n'y a pas accès légalement. Par contre, un salarié qui aurait des absences régulières pour arrêt maladie, avec des médecins qui changent à chaque fois, c'est probablement un indicateur assez important en termes de santé mentale dégradée. Quand dans une même équipe, il y a plusieurs arrêts médicaux, on se dit que probablement il y a des choses qui se passent. Donc la première des choses, à mon avis, c'est le dialogue, en fait. On peut mettre en place aussi des espaces d'expression des salariés, c'est aussi un bon moyen de savoir comment ça se passe. Ou des boîtes à idées. Oui, des boîtes à idées, tout à fait. Vous avez raison, vous avez essayé au moins. Mais oui, il y a de très bonnes choses qui sont faites. Et je pense qu'en termes de santé mentale, aujourd'hui, on a quand même des indicateurs. On appelle ça les signaux faibles. Il y a aussi des signaux forts. Il y a des moyens de savoir. Alors, oui, on n'est pas sur du quantitatif aussi bien exprimé que sur des risques physiques, mais des choses existent, bien sûr. Merci beaucoup. A-t-on une autre question? Ah oui, très bien, madame, on vous amène le micro. Et merci de bien vouloir vous présenter. Merci beaucoup. Sophie Pareno, avocat. J'interviens aussi bien pour des salariés que pour des entreprises. Je voulais rebondir sur ce problème de santé mentale parce que j'ai l'impression qu'on fait tout de même peser sur les entreprises en général un problème de santé publique. Les personnes repartent du travail avec la charge qu'elles ont eue au travail. Elles arrivent aussi sur le lieu de travail avec la charge qu'elles ont dans leur vie personnelle. Et des souffrances qui s'expriment parfois sur le lieu du travail sont des souffrances qui sont d'origine personnelle, sur lesquelles l'entreprise ne pourra rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas son rôle. Et je trouve ça très délicat parce que, après, nous sommes dans le cadre de rapports humains de toute manière, donc on ne va pas rester indifférent au sort des uns et des autres. Mais que cela repose sur l'entreprise me semble être un piège et contre-productif. Parce qu'il y a une réflexion qui est plutôt de santé publique générale qui a mené sur ce point-là. Voilà. Alors, quelles solutions on pourrait apporter aujourd'hui, justement? Quels conseils on pourrait donner à ces entreprises, justement, pour ne pas franchir... Je vous avoue que je cherche aussi. J'ai pas de réponse, non. On peut en Je n'en ai discuter. pas. Mais
Voilà, On va avoir ne les éléments de pas réponse. se satisfaire de voix un peu trop simples ou trop simplistes. Merci beaucoup, merci. Regardez. Et Claire, on a une question juste devant. Claire fait quelques kilomètres aujourd'hui. On peut l'applaudir quand même parce qu'elle vous appelle le micro et elle adore ce qui est en train de se passer. Juste devant. Regarde. Merci pour le micro. C'est ce qu'on appelle l'activité physique en entreprise, semble-t-il. Voilà. C'est très bien parce que nous sommes assis. C'est pas bien de rester aussi longtemps assis, d'ailleurs, je le dis. Voilà, on devrait se lever. Non, juste, madame, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, je rappelle, je suis la directrice du service de prévention et de santé au travail 2387. Alors, je partageais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que une personne qui n'est pas bien, qui a une problématique de santé mentale, ça va de fait ressurgir au travail. Donc ça va avoir un impact sur son travail. Et la responsabilité de l'employeur, c'est pareil en cas de maladie autre qu'une maladie mentale. Si vous avez par exemple une autre maladie, un cancer, qui derrière va générer un certain nombre de soins et que vous revenez après, il y a des adaptations au poste. Voilà, on est obligé de le prendre en considération aujourd'hui en tant qu'employeur. On ne peut pas faire fi d'un problème de santé, quel qu'il soit. Oui, alors en fait, c'est pas le but. L'idée, c'est de co-construire quelque chose, c'est de discuter, c'est de dialoguer. C'est ce que vous avez très bien exprimé, là, les employeurs, clairement. Donc, merci d'ailleurs pour ces témoignages. Mais voilà, c'est d'être dans un esprit de dialogue. En tout cas, quand vous voyez un salarié en souffrance, alors je suis directrice quand même d'un établissement de 100 salariés, donc moi aussi, je suis confrontée à ces problématiques. Voilà, soyez-en sûrs. Je ne suis pas chef d'entreprise, mais pour autant, j'ai quand même une centaine de salariés. Et voilà, j'y suis confrontée. Et clairement, on ne peut pas, en tout cas, ne rien faire. Donc, on s'en occupe. La responsabilité de l'employeur, elle est ce qu'elle est. Ça, c'est la loi. Voilà, donc après, on est de toute façon, quand on en arrive à des solutions de sortie qui sont des solutions qu'on n'aime pas bien, hein. C'est pour ça que je parle de solutions, mais ma collègue à côté va vous dire non, c'est pas une solution. L'inaptitude n'en est pas une. Ça a un impact sur le salarié, ça a un impact sur l'entreprise également. Donc l'idée, c'est vraiment de co-construire, de travailler ensemble pour que le parcours professionnel se passe le mieux possible et en prenant en considération les accidents de la vie aussi. Voilà. Tout à fait. Et on est là pour ça, en fait. Alors, j'allais vous le dire tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais on parle du DERP, mais il y a d'autres outils. Alors, quand je dis outils, je parle de visite médicale, hein, de fait, vous pouvez les demander, ça c'est une certitude. Vous pouvez faire appel, en fait, à votre service de prévention et de santé au travail quand vous avez besoin. Vous avez besoin d'une visite à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié. Vous appelez le service, vous aurez une visite. Hein, qu'on ne se contente pas d'avoir une visite d'embauche ou périodique. Surtout qu'on peut avoir un peu de retard, ça nous arrive. Et puis on a des outils pendant l'arrêt, la visite de pré-reprise. Voilà, tout ça. En fait, je pourrais m'étaler des heures. Hein. Je ne le ferai pas. Non, non, non. Bien sûr. Je comprends. Et on va devoir malheureusement avancer. Mais en tout cas, merci pour vos réactions, merci pour vos questions. Et puis bravo surtout à nos intervenants. Merci beaucoup d'être venus témoigner aujourd'hui à nos côtés. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place dans le public.